Cet atelier est réalisé en partenariat avec la SDE, la Fédération des francophones de Colombie-Britannique et la Chambre de commerce francophone de Vancouver, représentée ce soir par Sylvie Alouche. Ce webinaire, en fait, est le deuxième d'une série de 4 webinaires avec l'organisme RANC, qui est dirigé par Mélanie. Et ces webinaires sont rendus possibles grâce à l'appui financier reçu du gouvernement du Québec en vertu des programmes de soutien financier en matière de francophonie canadienne. Mélanie, je vais t'inviter à te présenter. Bonjour chez vous, bonsoir chez moi, je ne sais plus trop. Merci d'être là. Merci Marie d'avoir invité le regroupement des aidants naturels du Québec à venir présenter. Donc en fait, je vais présenter l'organisme dans ma présentation, mais il faut savoir que on s'est spécialisé effectivement sur la conciliation proche aidance travail, tout ce qui est de l'appauvrissement en fait des personnes proches aidantes, et parce qu'on fait majoritairement de la défense de droits. Je viens de voir que sur les sondages, malheureusement, les questions arrivaient toutes d'un coup. Alors, si vous pourriez juste répondre à la première, puis je vous relancerai les autres après. C'est pas très grave, Marie, t'inquiète pas, c'est déjà arrivé. C'est juste pour moi, pour savoir un peu dans quel contexte vous arrivez. Donc, est-ce que vous êtes une personne proche aidante, une personne aidée, une collègue d'une personne proche aidante, un gestionnaire ou un représentant syndical? Puis moi, pendant ce temps, je vais partager mon PowerPoint. Donc, je ne sais pas si vous voyez le sondage parce que je ne vois pas de réponse. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Donc, si ça ne fonctionne pas, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Moi, ça va me permettre aussi de cibler parfois certaines choses à dire pour mieux voir avec vous et être sûr que je réponds à vos questions. Donc, comme je vous le disais, on a obtenu un soutien du ministère de la Famille du Québec pour faire ce projet de conciliation de proche aidance travail. Mais nous, le RANC, ça fait 21 ans maintenant qu'on existe. Nous, on fait beaucoup de la sensibilisation à la population des décideurs et des employeurs. On promouvoit et on défend les droits des personnes proches aidantes au Québec, mais aussi par la bande au Canada, vu qu'on agit sur tout ce qui est mesures fédérales. Et on n'offre pas de service direct aux personnes proches aidantes, mais on soutient des organismes qui, eux, font des services complètement différents. Ça peut aller du répit à l'information, au soutien psychosocial. Bref, il y a vraiment un large panel. Puis nous, on les soutient dans leur démarche au niveau national. Au Québec, on a une loi depuis quelques mois, en fait, depuis octobre, qui définit qui sont les personnes proches aidantes. Puis c'est important parce que avoir un vocabulaire commun, même auprès des employeurs, ben, ça permet d'aller briser certaines croyances. Entre autres, je ne vais pas vous lire toute la loi, mais je vais relever ce qui est important. Donc, une proche aidante, on peut le faire pour une ou plusieurs personnes. Ça peut être lié à une incapacité, donc soit lié au vieillissement, soit un handicap, soit une maladie psychologique, physique, excusez-moi. C'est bien assez une maladie physique et une maladie psychologique ou une déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme, peu importe vraiment, il n'y a pas de limitation de la situation de santé. Il n'y a pas de limitation non plus pour l'âge, ça peut être on peut être proche aidant pour un enfant, pour un adulte, pour un aîné, ni le milieu de vie. Donc, on peut être proche aidant à domicile, son propre domicile avec la personne qui habite avec nous, au domicile de la personne elle-même ou dans des lieux des soins de longue durée, des soins de vie de longue durée. Nous, on parle d'un lien affectif qui peut être familial ou non, parce qu'il faut savoir qu'au niveau du Canada, c'est à peu près 16 personnes, des personnes proches aidantes, qui le sont pour un ami ou un voisin. Donc, c'est quand même pas anodin. Et ils assurent souvent la même quantité de soins qu'une personne qui habite avec la personne qu'elle aide.
Ce qui est important pour la loi, ce qu'elle met de l'avant au Québec, en tout cas, c'est que la proche aidance, ça doit être libre, éclairé et révocable. Alors, c'est écrit un peu de manière peut-être, ça vous fait peut-être un peu sauter sur votre chaise en disant, ben, si vous prenez soin de votre enfant, vous n'allez pas le mettre devant le parvis d'une église et puis vous en occuper. Non, c'est sûr. Sauf que l'idée derrière, c'est de dire que dans le fond, vous devriez pouvoir choisir l'ampleur de l'aide que vous apportez. Et le système de santé devrait pallier à ce que vous n'êtes pas ou ce que vous ne souhaitez pas mettre de l'avant. Et puis, il y a 3 buts, et ça, c'est important parce que souvent, on se dit, bon, ben, finalement, n'importe qui peut être proche aidant, même le petit jeune qui va tondre la pelouse de sa voisine qui est une personne aînée. Mais ce n'est pas le cas. Il faut vraiment avoir en arrière l'idée d'un rétablissement de la personne aidée quand c'est possible, ou du maintien ou de l'amélioration de la qualité de vie, voire d'une fin de vie dans la dignité. Donc ça, c'est les 3 objectifs. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si les 3 objectifs ne peuvent pas être tenus, que ce soit parce que la personne proche aidante n'y arrive pas ou parce que le système ne soutient pas la personne, alors ça crée énormément de détresse chez les proches aidants. Enfin, bon, ça peut prendre diverses formes. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que c'est la première définition légale au Québec qui mettait de l'avant le fait qu'il y avait des répercussions à la proche aidance, parce qu'il y avait beaucoup de proches aidants qui nous disaient « Ouais, mais moi, une définition qui me parle juste des tâches que je fais, je ne vois pas la différence avec ce que ferait un conjoint normal, une maman normale ou une sœur, peu importe. » Donc, c'est vraiment l'idée de répercussions financières, de limitation à prendre soin de sa propre santé physique et mentale et d'assurer ses autres responsabilités sociales et familiales, donc d'un rôle additionnel. Et pourquoi c'est important? C'est parce que, dans le fond, ça vient mettre de l'avant le fait que la proche aidance a un impact sur les responsabilités professionnelles. Au Québec, et d'ailleurs, pareillement au Canada, c'est à peu près un Québécois, un Canadien sur 4 qui assure le rôle de proche aidant. Ça prend 2 ans, voire plus, avant de se reconnaître comme tel pour toutes sortes de raisons. Entre autres, l'idée que c'est naturel ce qu'on fait et qu'on est proche aidant seulement d'une personne aînée. Et donc, les parents d'enfants ou d'adultes en situation de handicap ne se reconnaissent pas, ou bon, il y a différentes configurations. Ça reste, tant au Québec qu'au Canada, encore majoritairement un rôle féminin. On s'approche d'une zone de parité, on va dire, mais quand même, les femmes ont des tâches plus complexes dans la proche aidance qui demandent souvent plus d'incertitude, qui a un impact direct. Et cette incertitude-là, ce que ça va faire, c'est que on est en plein milieu d'une réunion de travail importante, puis là, le téléphone sonne, puis il faut partir immédiatement. Ce qui ne sera moins le cas chez les hommes. Les hommes vont être plus dans une logique de transport, de gros travaux ménagers qui s'organisent, alors que c'est les femmes qui vont être vraiment dans une logique de subvenir à toute urgence. Donc, elles vivent plus fortement les répercussions. Aussi, qu'on est vraiment dans un rôle plus traditionnel de la femme, et ça explique pourquoi elles sont à peu près 40% à estimer qu'elles n'ont pas eu le choix, parce que soit on considérait que comme elles avaient un revenu plus faible, c'était normal que ce soit elles les proches aidantes, ou parce que dans le fond, c'est normal qu'en tant que femme, elles s'occupent d'une personne en situation de santé, là, de tout ce qu'on appelle le care. Donc, je voulais vous demander un peu là, quel pourcentage de proches aidants bénéficient du crédit d'impôt selon vous? Donc, moins de 5%, de 5 à 25%, de 26 à 50%, de 51 à 75% ou plus de 75% au Canada. On s'entend, là, je suis allée chercher le crédit d'impôt canadien. Que vous pouvez soit répondre, le mieux c'est de répondre dans les conversations. Je vous laisse quelques secondes. Alors, vous oscillez pas mal, mais tout le monde en dessous de 50 au moins, fait que c'est bien parce qu'effectivement, au niveau du Canada, c'est 3,6% des proches aidants qui obtiennent le crédit d'impôt et ça couvre seulement 18% des dépenses. C'est ce qui va justifier le fait qu'il y ait beaucoup de proches aidants qui veulent travailler, entre autres.
Et donc, ils sont à peu près 57% à travailler. Ça représente au Canada une personne sur 3 qui est salariée. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes dans une entreprise. Donc, vous êtes nombreux. Et toujours au Canada, on estime que le fait de réduire ses heures de travail à cause de la proche aidance, c'est une perte de revenus de 16 000 $ par année. À cela s'ajoute le fait on a des dépenses additionnelles, le transport, les stationnements, bon, peu importe, les médicaments, de 7 600 $ en moyenne par année. Et les parents d'enfants en situation de handicap peuvent aller jusqu'à 120 000 $ par année. Donc, c'est énorme. Et c'est ce qui explique que 20% des personnes proches aidantes vivent de l'insécurité financière, alors qu'en fait, ils permettent d'économiser tant au gouvernement québécois que dans les gouvernements provinciaux et donc canadiens plusieurs milliards de dollars au Québec, c'est estimé entre 4 et 10 milliards de dollars. Donc, on estime qu'au Canada, il faudrait embaucher 1,2 million de professionnels pour les remplacer. Et comment se passe donc la proche aidance pour la conciliation avec le travail et la proche aidance pour ces proches aidants-là? Donc, ce qu'on voit, c'est que 44% s'absentent 9-8 jours par année. Vous êtes 15% à réduire vos horaires, 10% à quitter définitivement votre emploi. C'est souvent d'ailleurs les mamans d'un enfant en situation de handicap. Mais au-delà de ça, on voit qu'entre 3 et 25 heures de soutien, il y a aussi le refus des promotions ou le fait d'aller chercher des postes moins contraignants pour pouvoir assurer ce double rôle-là. Le fait d'avoir moins le temps pour le reste de sa famille, souvent quand on est la génération sandwich, c'est-à-dire qu'on a des enfants en bas âge, ou en tout cas en âge de devoir encore s'en occuper, et des aînés vieillissants. Et puis, toute cette culpabilité de partir travailler alors que l'autre personne reste à la maison, peut-être des fois sans activité, ou reste dans un lieu d'hébergement qui ne nous paraît pas toujours adéquat. Donc, ça crée beaucoup d'émotions, tout ça. Et donc, pourquoi continuer de travailler? Comme je disais auparavant, vu qu'il y a une forme d'appauvrissement lié à la proche aidance, il y a aussi pas de compensation réelle à part ce crédit d'impôt-là, ben, il y a forcément le salaire. Mais l'autre raison, en fait, c'est vraiment une question plus individuelle de se sentir compétent et valorisé dans son travail, alors que souvent, quand on est proche aidant, on fait face à beaucoup d'incertitudes, on n'est pas souvent bien perçu par le réseau de la santé, donc on se sent un peu soit incompétent, soit impuissant. Donc là, ça change le mal de place, hein, quelque part. Et puis, c'est briser l'isolement. C'est de pouvoir parler à des gens qui ne vont pas forcément vous parler de proche aidance ou de maladie. Donc, c'est vraiment avoir un répit de son rôle d'aidant. Il y a une recherche de 2 chercheurs québécoises, Mélanie Gagnon et Catherine Baudry, qui a montré que dans le fond, il y aurait 4 types de personnes proches aidantes. Donc, je vais vous les décrire rapidement. J'ai réutilisé leur même type, même si je ne suis pas toujours d'accord avec les mots utilisés. Donc, il y aurait l'aidante en équilibre. Donc, c'est celle qui, dans le fond, arrive à équilibrer responsabilité d'aidant et responsabilité professionnelle, mais c'est souvent celles qui ont moins d'heures de proche aidance à assumer et qui bénéficient, dans le fond, d'accompagnement individuel de la part soit de leur employeur, soit de la part de collègues qui vont être informés et qui vont un peu les aider à gérer tout ça, ce qui leur apporte, dans le fond, le sentiment d'être soutenus par soit leurs employeurs, soit leurs collègues, ce qui contribue, dans le fond, à leur sentiment d'équilibre. Ensuite, il y a l'aidante qui est débordée, donc c'est celle qui réussit tout juste la conciliation et pour qui le moindre changement de paramètres, soit la situation de santé se dégrade, soit dans le travail, il y a un stress plus important à un moment X, voit sa situation se déséquilibrer et puis ensuite, elle est capable de revenir en équilibre et on voit comme une forme de yo-yo là-dedans. Donc, c'est souvent les aidantes qui ont un niveau de stress ou de détresse qui est le plus important. C'est celles aussi qui vont rester en emploi pour des questions vraiment plus financières et donc qui vont aller refuser des promotions ou réorienter leur carrière pour pouvoir maintenir un revenu tout en assumant ses responsabilités d'aidant. Ensuite, il y a l'aidante décrocheuse, c'est le mot que j'aime le moins, mais c'est celles qui quittent définitivement leur emploi, soit directement c'est elles qui décident de quitter à cause des responsabilités d'aidant, soit qui partent en retraite anticipée, soit qui sont licenciées parce qu'elles sont trop souvent absentes ou parce qu'elles font trop d'erreurs
dans leur travail lié à leurs préoccupations. Et comme je vous le disais, c'est majoritairement les femmes d'enfants en situation de handicap, les mères d'enfants en situation de handicap. Et puis, enfin, il y a l'aidante cavalier seul. Alors là, c'est vraiment des aidantes qui ne souhaitent pas que leur entourage professionnel soit informé. Elles veulent vraiment compartimenter vie professionnelle et vie personnelle. Des fois, c'est pour des peurs de représailles ou de stigmatisation, surtout dans les cas de problèmes de santé mentale ou de maladies qui sont mal perçues dans la société. C'est aussi des aidantes qui vont bénéficier des politiques de conciliation qui sont déjà en place par l'employeur parce qu'elles vont pouvoir les utiliser en toute confidentialité. Et puis, c'est les aidantes qui vont souvent avoir l'impression que si elles demandent de l'aide, dans le fond, c'est qu'elles sont en échec et qu'elles n'ont pas réussi à tenir leur rôle, fait qu'elles vont avoir plus de culpabilité à aller faire cette démarche. Alors finalement, de quoi les personnes proches aidantes ont besoin quand elles sont au travail? C'est de temps, c'est de flexibilité, c'est de répit et c'est de soutien. Donc sur le temps et la flexibilité, c'est vraiment aller voir qu'est-ce qui existe dans les normes du travail. Puis Rachel va vous présenter plus spécifiquement ce qui existe en Colombie-Britannique. C'est aussi peut-être avoir des compensations de revenus quand on doit quitter provisoirement son emploi. Et je vais vous présenter les prestations canadiennes à ce niveau-là. Et pour le répit et le soutien, c'est d'aller voir qu'est-ce qui existe dans les organismes, les organismes communautaires proches de chez vous. Il y en a qui font du soutien soit qui est spécifique aux proches aidants, soit des fois qui est plus général, mais dans lesquels c'est possible de se retrouver. Au niveau des prestations fédérales, donc il y a 2 types de prestations en temps normal et une spécialement pendant la COVID. Je vous la présenterai après. Donc, en temps normal, il y a la prestation d'assurance emploi pour proches aidants. C'est à peu près 55% du salaire. En fait, c'est maximum 55% du salaire avec 373 $ par semaine. D'ailleurs, ils viennent de l'augmenter un petit peu. C'est monté à 595. C'est 15 semaines qu'on peut prendre quand on a un adulte gravement malade ou blessé et 35 semaines quand c'est un enfant mineur. Il faut avoir un certificat médical d'un médecin ou d'une infirmière praticienne spécialisée et faire la demande auprès de l'assurance emploi. C'est accessible aux travailleurs autonomes si vous avez j'ai perdu le mot, mais si vous avez payé l'assurance emploi de manière spontanée et si vous avez une réduction de vos heures de 40% environ ou de vos revenus en fait de travailleur autonome. Et puis, si la personne que vous aidez réside à l'étranger, c'est aussi accessible d'avoir ces 15 semaines-là ou ces 35 semaines pour les enfants, mais il faut pareil un mot du médecin du pays où la personne réside. Et puis, à la prestation de compassion, qui est dans le fond quand la personne que vous accompagnez est en fin de vie. Donc, il faut un certificat médical qui dit qu'il y a un risque de décès très important dans les 6 prochains mois. Là encore, c'est 55% du salaire. C'est 26 semaines pour tout le monde. Et puis, c'est partageable entre plusieurs proches aidants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 prestations-là, elles peuvent être cumulées. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans le fond, la première prestation qui s'adresse en cas de maladie grave ou d'accident, elle vient restreindre très fortement, ce critère-là vient restreindre son accès. Et par exemple, si vous accompagnez quelqu'un qui a la sclérose en plaques, vous devriez ne pas y avoir droit. Pareil, si c'est quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, parce que tout ce qui est maladie chronique ne sera pas considéré. Sauf si, dans le fond, il y a un moment où, pour X, Y raison, il y a une détérioration de la santé mentale ou physique de la personne et que ça justifie qu'il y ait plus de soutien du proche aidant. Dans ces cas-là, il faut que le médecin dise ça, dans le fond, que la situation se détériore. Et ce n'est pas toujours évident de trouver un médecin qui va accepter de le faire parce qu'ils n'ont pas tous la même interprétation de la directive, mais ça vaut la peine de le savoir pour adresser cette situation-là à votre médecin et avoir éventuellement accès à cette prestation. Donc, en contexte de COVID, il y a maintenant donc, la prestation canadienne de relance économique, c'est 500 $ par semaine pendant 26 semaines qui ont été augmentées de 12 semaines récemment. C'est quand
dans le fond, si vous aviez un enfant qui allait à l'école, qui avait un handicap mais qui allait à l'école, ou qui avait un programme spécial, ou un adulte qui allait en centre de jour, en tout cas, bref, quand les activités occupationnelles, dans le fond, sont fermées ou à horaire réduit et que vous êtes obligé de diminuer votre temps de travail d'au minimum 50% pour pouvoir compenser ces horaires réduits-là ou la fermeture. C'est aussi quand les risques individuels de la personne que vous soutenez sont trop élevés dans le fond pour qu'elle aille dans un groupe, même à ratio minimum, parce qu'elle serait plus à risque d'avoir la COVID. Par exemple, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont une trisomie 21, excusez-moi, souvent, elles ont des problèmes cardiaques et donc elles sont plus à risque d'avoir la COVID. Donc, dans ce cas-là, un certificat du médecin vient démontrer que votre enfant particulièrement a ce risque-là, même si une déficience intellectuelle de manière générale n'accrue pas excessivement les risques de conséquences graves de la COVID. Encore une fois, il faut un certificat médical signé par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est rétroactif et que si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez demander vos heures auparavant. Comme je vous disais, ça vous permet quand même de continuer de travailler au maximum 50% de vos heures et d'avoir ce complément de revenu-là. Et à la fin de l'année, on fera le point au niveau des impôts parce que c'est soumis à l'impôt. Cette demande-là, elle ne se fait pas sur le site de l'assurance emploi, elle se fait sur le site de l'Agence du revenu, justement, du Canada. C'est important de le savoir parce que souvent, on la cherche après coup. Alors là, je veux un peu vous amener des arguments sur comment parler à votre employeur, comment adresser la situation. Et déjà, avant d'aller vers le comment, je veux un peu vous outiller sur pourquoi l'employeur a toutes les raisons de vous aider à concilier la proche aidance et votre emploi. Déjà parce qu'au niveau du Canada, ça augmente donc l'absentéisme, le présentéisme, donc le fait d'être au travail physiquement, mais de penser à autre chose, d'être inquiet pour ce qui se passe à la maison et donc de ne pas être concentré sur votre travail. Et on estime que tout ça, ça amène 2,2 millions d'heures par semaine de travail perdu, 1,3 milliard de dollars par an de baisse de productivité et des coûts de remplacement d'embauche à 355 millions de dollars. Fait qu'on voit qu'au final, c'est plus coûteux pour un employeur de ne rien faire que de faire quelque chose. La majorité des employeurs sont favorables à embaucher des personnes proches aidantes, à peu près 55%. Les autres sont très favorables, voilà. Et il y en a seulement 2% qui sont absolument pas favorables à ça. Donc, on voit qu'il y a quand même une ouverture à avoir des travailleurs qui sont proches aidants, mais avec certaines restrictions, puisqu'on va voir quelles sont les croyances que les employeurs ont par rapport à la proche aidance. Et donc, dans les restrictions, c'est l'idée que souvent, l'employeur se doit d'aider un employé que si c'est un membre de la famille proche qui est malade. Donc, si vous prenez soin d'un membre éloigné de votre famille, d'un ami ou d'un voisin, les employeurs vont être moins susceptibles de penser qu'ils ont raison de vous soutenir ou en tout cas de vous le proposer spontanément. Après, il y a la croyance que le type de poste, la taille de l'entreprise ne permet pas des aménagements. Par exemple, si vous êtes vendeuse dans un magasin de chaussures, c'est sûr qu'on va difficilement vous proposer de travailler en dehors des heures d'ouverture du magasin. Il y a certaines conventions collectives qui bloquent la mise en place de mesures. Il y a l'idée que ça prend des ressources financières pour mettre en place des mesures de conciliation proche aidance travail. Et il y a la crainte surtout de ce que ça peut faire sur le reste des travailleurs. Donc, par exemple, l'idée que ça surcharge les supérieurs immédiats ou les collègues et que du coup, tout ça, ça crée des conflits, des sentiments d'injustice. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les grosses organisations, les employeurs ou les supérieurs non immédiats ne savent pas quelles mesures existent chez eux et est-ce que les employés en bénéficient et est-ce qu'il y a en fait des proches aidants dans leurs employeurs. Et enfin, la dernière raison, là, je vous les ai vraiment mis dans l'ordre que les employeurs nommaient le plus, c'est la crainte que, dans le fond, aider les proches aidants, ça réduirait ça aurait des impacts financiers, puis ça réduirait la productivité de l'employé.
Or, on le voit, donc d'après ces mêmes entreprises, il y en avait 60% qui avaient mis en place différentes mesures et c'était des mesures quand même relativement minimales. Hein. Et ben, ce qu'ils ont remarqué, c'est que ça réduisait les erreurs pendant le travail, puisque la personne est plus concentrée, moins fatiguée, etc. Ça améliorait la productivité globale de l'entreprise, pas juste de l'employé qui bénéficiait de la conciliation. Ça réduisait les absences de courte ou de moyenne durée, ça permettait de les organiser, donc de réduire les coûts. Ça, bien sûr, ça réduisait le taux de roulement et ça augmentait la loyauté. Donc, des personnes, moi j'ai un employeur, entre autres, qui me disait, qu'il avait plusieurs de ses employés, 2 ou 3 qui étaient partis pour avoir un meilleur salaire ailleurs, puis finalement sont revenus au bout de quelques mois pour bénéficier de cette conciliation-là parce que c'était plus avantageux pour eux. Et puis finalement, ça améliore le climat de travail. Donc finalement, comme argument à votre employeur, c'est ça diminue l'absentéisme, ça augmente l'attraction, la rétention des employés, puis ça favorise la motivation, l'efficacité et l'engagement au travail. Donc, c'est quand même pas rien en termes de gestion des ressources humaines. Il y a différentes solutions. Je ne vais pas aller toutes dans le détail, surtout qu'il y en a qui sont plus coûteuses que d'autres. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a l'idée d'avoir des horaires flexibles ou sur mesure. Par exemple, des fois, c'est favorable d'avoir sa pause du midi, non pas à midi, mais à 13 heures, pour que pendant sa pause, vous puissiez passer des téléphones auprès de l'intervenant, auprès de l'école spécialisée, bref, peu importe, ou même carrément aller d'un rendez-vous. Il y a aussi donc l'idée du télétravail. Alors, on met beaucoup de bémols là-dessus. On le disait déjà avant, mais encore plus maintenant en contexte de pandémie. Le télétravail, quand la personne que vous aidez est avec vous dans la maison, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment s'assurer quand vous demandez du télétravail que dans le fond, c'est un moment où la personne va être à son centre de jour ou à être une activité quelconque et que vous, ça vous permet dans le fond d'avoir moins de déplacements à faire, etc. Donc, de gagner du temps. Enfin, il y a l'idée de penser autrement les congés. Donc, par exemple, d'avoir une banque de congés rémunérés pour force majeure, d'avoir des congés à traitement différé, c'est-à-dire que vous les prenez d'avance sur l'année qui s'en vient, d'avoir des vacances flexibles. Je pense, par exemple, les moments où on se dit, ben, dans le fond, les vacances d'été, c'est forcément juillet, août. Oui, mais pour une personne proche aidante dont la personne va être opérée en avril, ben, peut-être que c'est mieux pour elle qu'elle utilise ses vacances d'été en avril. Après, il y a différentes mesures qui sont possibles, mais qui sont plus coûteuses, comme les consultations médicales en milieu de travail ou les avances monétaires. Et puis, il y a aussi l'idée d'avoir une semaine comprimée. Ça veut dire, dans le fond, faire 35 heures, 32 heures en 4 jours, ou en tout cas d'avoir des journées plus denses, mais moins de journées dans la semaine. Dans tous les cas, c'est toujours préférable je dirais, ouvrir la porte et faire réfléchir son employeur ou ses syndicats ou peu importe les instances dans votre milieu de travail vers l'idée d'une politique qui soit pour tout le monde. D'une part parce que ça donne des balises plus claires, uniformes, ça réduit les conflits parce que c'est clair pour tout le monde ce à quoi vous avez droit. Ça permet la confidentialité dont des proches aidants cavaliers seuls pourraient bénéficier. Ça évite d'avoir des demandes aussi répétitives, soit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, soit parce que la situation de santé change. Et puis surtout, pour vous, en tant que proche aidant, ça vous permet d'avoir une constante. Si vous changez de poste ou si votre supérieur s'en va, ben, vous avez encore accès à cette conciliation-là, ces accommodements. Bon, il y a d'autres solutions à proposer à votre employeur. Nous, on a différents outils de sensibilisation, d'information. C'est sûr qu'ils sont plus spécifiques au Québec, mais on a aussi des vidéos qui peuvent être transférées à l'employeur, qui sont spécifiques aux employeurs et qui parlent pas seulement de la situation au Québec, fait que n'hésitez pas là à vous renseigner. Et puis, vous pouvez aussi demander à votre employeur simplement, des fois, de laisser je ne sais pas moi, dans votre salle de restauration ou dans la salle de pause, le nom des organismes qui peuvent vous soutenir ou les différentes mesures, l'information en fait sur qui sont les proches aidants et les différentes lois qui peuvent leur bénéficier. Donc ça, c'était un gros
on revoyait un peu le contexte et tout ça. Maintenant, c'est vraiment comment est-ce qu'on aborde la situation directement là, avec son employeur. Donc, avant même d'en parler, il faut se questionner. Quels sont vos 3 principaux besoins sur tous vos besoins que vous avez et sur tout ce qui peut être mis en place? Donc, par exemple, est-ce que vous auriez besoin de faire moins d'heures ou qu'on vous diminue votre charge de travail ou simplement avoir de l'écoute, de la compréhension ou comprimer vos horaires ou un arrêt temporaire et bénéficier d'une prestation fédérale. Bref, regardez qu'est-ce qui serait le plus utile dans votre situation personnelle. Ensuite, c'est connaître les mesures qui sont disponibles à l'intérieur de votre entreprise. Est-ce qu'il y a des programmes d'aide aux employés, des politiques de conciliation famille-travail qui peut-être, même si ça ne s'applique pas toujours à la proche aidance, il y a des choses qui peuvent être transférables. Des échanges de quarts de travail, un collègue qui, lui, préférerait travailler à un autre horaire et avec qui vous pourriez échanger. Qu'est-ce qui existe si vous avez des conventions collectives? Et enfin, est-ce que c'est possible d'avoir des endroits privés pour faire des appels en toute confidentialité ou justement, est-ce que c'est possible d'organiser un groupe de soutien avec tous les employés qui ont cette situation de proche aidance? La troisième étape, c'est préparer l'échange. Donc, c'est vraiment commencer un peu à vous écrire quelques notes. Le lien avec votre personne aidée et si c'est un membre plus éloigné de la famille, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? La durée, la fréquence du soutien que vous faites et qu'est-ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que vous allez tout transmettre à votre employeur. C'est pas, vous êtes d'une part, vous n'êtes pas obligé, c'est des détails qui peuvent être confidentiels et vous pouvez préférer garder pour vous, ou que la personne que vous aidez pourrait ne pas vouloir être divulguée. Je pense par exemple dans les petites communautés, les conjoints-conjointes qui sont malades ont peut-être pas envie que tout le monde sache qu'ils sont malades. Et puis surtout, il y a non seulement pas d'obligation légale, mais en plus de ça, c'est considéré comme de la discrimination. Ça pourrait faire office de discrimination si on utilise ces détails-là contre vous, puisque c'est votre situation civile et familiale. Mais ça vous permet, vous, de mieux situer votre situation, de mieux situer votre contexte et les besoins qui y sont afférents, et aussi de savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à dire et qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à dire. L'attestation proche aidant, en fait, elle n'existe pas ailleurs qu'au Québec. C'est une attestation qui est signée par un médecin ou un professionnel de la santé qui permet d'avoir certaines dispositions. Ça pourrait être quelque chose à demander à votre gouvernement provincial. La quatrième étape, c'est déterminer le moment. Donc, d'une part, ce n'est pas le genre de choses dont on discute dans le coin d'un couloir. Il faut demander une rencontre à l'avance pour permettre aussi à votre employeur ou à votre supérieur de se préparer, de regarder lui aussi qu'est-ce qui est disponible dans votre entreprise ou dans les lois du Nord du travail, de se préparer, de voir les questions qu'il souhaite et voir qu'est-ce qu'il pourrait vous proposer comme solution. Je donne cette conférence-là aussi du côté employeur et je dis la même chose. Les étapes sont juste dans un autre sens, mais je dis la même chose de vraiment se préparer et de prendre du temps pour ça. Préciser donc le sujet de la rencontre. Envisager une rencontre longue, à peu près 1 heure, pour vraiment aller au bout de la situation et puis on va en voir là au moment de l'entretien, vous assurer que vous avez fait le tour et que tout est clair. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence absolue, essayez de favoriser une période moins intense de travail. Si vous travaillez dans un magasin de jouets, Noël, ce n'est pas la bonne période. Dans un magasin de chocolat, Pâques, ce n'est pas la bonne période. Donc vraiment, si ce n'est pas urgent, que vous avez un besoin là tout de suite, essayez de planifier un peu une partie plus adéquate. Vous aurez une meilleure ouverture de votre employeur. Au moment de l'entretien, il faut être transparent. Tout à l'heure, je vous disais, vous n'êtes pas obligé de tout dire. C'est vrai. Et je le maintiens. Par contre, c'est mieux de dire, je préfère ne pas vous transmettre cette information-là que, au contraire, d'essayer de cacher une situation et que l'employeur en face ait l'impression que, dans le fond, c'est peut-être pas clair ou peut-être, dans le fond, il va moins vous croire. Il faut proposer des solutions, donc c'est un peu ce que vous aurez fait en avance.
Des contreparties aussi peut-être en disant, ben moi je peux, réduire, mon horaire de travail, mais voilà, je vais, garantir que si jamais tu as une urgence pour telle situation, je vais me rendre disponible, par téléphone. Je dis n'importe quoi. Il faut parler des ressources que vous avez à votre disposition. Si par exemple, vous dites: «Ben, je peux, trouver, enfin ou j'ai déjà tel service de répit, mais c'est seulement de telle heure à telle heure ou tel jour. C'est pour ça que j'ai besoin tel autre jour de partir plus tôt». Ça montre que, vous n'êtes pas dans une logique de dire: «C'est à mon employeur seulement de m'aider», mais que vous avez fait un peu le tour de tout ce qui existe autour de vous. Enfin, ben, donc accepter les compromis, c'est sûr, mais dans tous les cas, quand on fait un compromis auquel on n'avait pas prévu ou que bon, peu importe, c'est l'idée il faut nommer le fait que vous voulez avoir du temps pour évaluer l'impact que ça va avoir, soit au niveau financier, soit au niveau de votre famille pour vous. C'est pas seulement, dès le premier entretien que toutes les décisions doivent ou peuvent être prises. Des 2 côtés, vous devez vous assurer que les solutions qui sont proposées vous conviennent et ça peut des fois prendre des calculs ou une discussion avec le conjoint ou bon, peu importe. Enfin, il y a 2 principes bien importants. Il faut que ça soit clair entre votre employeur et vous que ces accommodements-là, ils pourront être réévalués dans les 2 sens. Le sens où votre situation, enfin la situation de la personne que vous aidez se dégrade ou au contraire revient à la normale. Parce que si elle se dégrade, vous aurez peut-être besoin de plus, mais aussi le sens où si ponctuellement votre employeur a un besoin plus important, de voir comment vous pouvez contribuer à ce besoin-là en mettant en place temporairement, d'autres, ressources. Et l'autre chose qui est important et souvent les gens oublient, c'est d'avoir un plan de communication, clair. Qui est-ce qui va parler à vos collègues ou à vos autres supérieurs? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre employeur? Quelles informations vont être transmises, tant sur, les accommodements qui vont être décidés que dans le fond sur la situation de santé que, vous vivez ou que la personne vit. Et ça, c'est vraiment important parce que vous n'avez pas envie que toute votre vie soit déballée sur la place publique. Donc, il faut être clair sur les bouts que vous avez transmis seulement à votre employeur pour l'aider à comprendre la situation et les bouts que vous voulez qui deviennent plus, qui pourraient être transmis à d'autres personnes. Il y a un guide qui existe, qui est un guide d'intervention. Donc, sur les 100 pages, il y en a juste 2 qui pourraient vous intéresser dans ce cas-là. Mais c'est donc le CIM, un organisme de Sherbrooke au Québec qui l'a fait et page 66, il y a cette petite grille-là dont je vous ai mis un exemple qui permet justement de vous préparer un peu. Donc, quelle tâche de précédence vous faites? Qu'est-ce que vous pourrez faire pour limiter l'impact sur votre travail? Mais en contrepartie, quelles mesures d'accommodement vous avez besoin? Donc, par exemple, les rendez-vous chez le médecin, ben, vous pouvez essayer au maximum de les mettre en début ou en fin de journée. Dans ces cas-là, vous ne prenez pas la journée complète, vous avez juste un retard ou vous partez plus tôt. En plus, vous connaissez des fois les dates d'avance. Mais en contrepartie, vous avez besoin que vos heures de vacances ou vos heures supplémentaires accumulées soient fractionnées, que ce ne soit pas une journée complète que vous soyez obligé de prendre, quand dans le fond, votre rencontre, elle va juste vous prendre 1 heure et demie de votre temps de travail. Donc, c'est différents petits exemples, mais surtout, c'est une grille qui est intéressante. Et moi, j'aurais envie de rajouter aussi de cette grille-là, quelles compétences la proche aidance, dans le fond, vous avez développé en tant que proche aidant, qui pourraient être transférables dans le travail. Et souvent, il y en a plus que ce qu'on pense. C'est sûr que c'est souvent un constat qu'on fait plus tard et en tout cas pas au moment d'une crise, mais il y a beaucoup de personnes en post-aidance, donc qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont plus proches aidants, qui se rendent compte que dans le fond, ils ont acquis différentes habiletés, attitudes, savoir-être, savoir-faire, et qui ça va leur permettre soit de revenir sur le marché du travail, soit de se réorienter, soit de progresser dans leur emploi. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vais laisser la place à Rachel. Nous, on a différents outils. Je vous laisse
quelques minutes là pour prendre, si vous avez envie, les informations. Et puis, sachez aussi que sur notre chaîne YouTube, on a 2 playlists. Donc, une de 6 vidéos qui, dans le fond, s'adresse à vous, les personnes précédentes en emploi, et une de 3 vidéos qui s'adresse à un employeur potentiel ou à votre employeur actuel, justement sur comment bien vous soutenir. Bon, certaines vidéos sont propres au Québec, mais il y a quand même beaucoup de vidéos qui s'adressent à toute personne au Canada ou même à tout proche aidant, j'aurais envie de dire. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Merci pour cette présentation. On va sans s'arrêter passer à la partie de Rachel qui va décliner pour la Colombie-Britannique. Donc moi, je suis parent ressources avec une organisation qui s'appelle le Family Support Institute, qui est une organisation assez spéciale parce qu'elle est composée uniquement de parents d'enfants à besoins spéciaux, de n'importe quel âge. Et c'est un réseau de soutien entre ces parents-là d'abord, mais aussi ces parents ressources. On a eu des séances de formation, on a eu des ateliers, etc. Mais ces parents ressources, après, aident d'autres familles dans toute la Colombie-Britannique. Voilà, donc vous pouvez, je vais mettre dans le chat plus tard le site de Family Support Institute, ou peut-être Marie, tu peux le faire. Donc, je vais passer tout de suite parce que le temps est assez, ça va vite. Donc, proche aidance volet employé en Colombie-Britannique. Si parmi vous, il y en a qui ont assisté à notre premier webinaire pour les employeurs, et vous vous rappellerez peut-être, du point de vue employeur, il y a pratiquement rien en Colombie-Britannique. Par contre, volet employé, il y a plusieurs choses. Donc, on va y aller. Alors, comment je rentre dans mon… OK. Il y a donc le congé de responsabilité familiale. Le travailleur a jusqu'à 5 jours par an de congé non payé pour s'occuper d'un enfant de moins de 19 ans, lui prodiguer des soins ou aider à son éducation. Le travailleur peut aussi demander ce congé de responsabilité familiale pour prodiguer des soins à tout autre membre de sa famille immédiate. Ce congé est non cumulable d'année en année et le travailleur doit savoir que c'est un droit légal en matière de droit du travail. Donc, si vous en avez besoin, vous le demandez. Ensuite, on a le congé familial pour aidant naturel, donc personne proche aidante, toujours non payé, mais comme l'a indiqué Mélanie, donc c'est la même chose en Colombie-Britannique. Quand vous ne travaillez pas, vous pouvez par contre demander votre assurance emploi. Donc, la même chose, c'est non payé, mais protection de votre emploi pour permettre aux employés de prodiguer des soins, offrir un soutien à un membre de leur famille gravement malade. L'employé peut demander ce congé familial pour les membres de leur famille suivants. Ça peut être le conjoint, c'est assez large, hein. Le conjoint, un parent, un beau-parent, un parent d'une famille d'accueil, foster parent en anglais, un enfant, un grand-parent, les petits-enfants de l'employé ou de son conjoint. Ça peut être le conjoint de son enfant, ça peut être son frère ou sa sœur, ça peut être un proche de l'employé qui nécessite ses soins ou son aide. La durée maximale est de 8 semaines par an et pas nécessairement consécutive. Donc, ça peut être étalé une semaine tous les 3 mois ou tous les mois, etc. Congé pour maladie grave ou blessure d'un proche. Donc, ça s'appelle Family Responsibility Leave. Travailleur peut prendre congé non payé, peut prendre jusqu'à 36 semaines pour s'occuper d'un enfant de moins de 19 ans et jusqu'à 16 semaines pour un adulte. Donc, un total de 52 semaines quand vous avez les deux. Comment ça se passe? L'étape numéro 1, le travailleur demande le congé à l'employeur. Il n'est pas nécessaire de faire cette demande par écrit ou en avance. Néanmoins, le travailleur doit parler à l'employeur dès que le besoin d'un congé apparaît
pour ne pas prendre l'employeur de court. Bon, là encore, on revient à une bonne communication transparente avec son employeur. L'étape numéro 2, le certificat médical. Le travailleur doit fournir un certificat médical dans des délais raisonnables. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de le fournir avant le départ en congé. Ce qui est nécessaire, c'est d'en parler à son employeur. Le certificat médical doit fournir les informations suivantes. L'état de santé du proche a changé d'une manière significative, mettant la vie du proche en danger. Les soins aux proches peuvent être prodigués par quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la santé, donc une personne proche aidante. Et la période de temps requise pour les soins aux proches, le congé requis, le certificat doit aussi mentionner la période de temps requise pour les soins aux proches. Et le congé requis ne doit pas dépasser cette période, sinon un nouveau certificat médical est nécessaire. Il y a le congé pour maladie grave ou blessure d'un proche, donc en anglais, Family Responsibility Leave. Je préfère toujours mettre en anglais parce qu'il n'y a pas d'informations en français malheureusement, et donc il faut savoir le nom en anglais. Donc, je continue. L'étape numéro 3, si le travailleur prend le congé avant d'obtenir le certificat médical, cette période sera incluse dans la période couverte par le certificat. Étape numéro 4, le congé se termine le dernier jour de la semaine où le proche décède ou 52 semaines après le début du congé, selon l'événement qui arrive en premier. Si la vie du proche est encore en danger à la fin des 52 semaines, le travailleur peut toujours prendre plus de congés avec un nouveau certificat médical. Donc, c'est des congés non payés, mais vous pouvez bénéficier des prestations assurance-emploi. Il y a aussi ce qu'on appelle le congé de compassion, Compassionate Care Leave, qui est toujours non payé. Un travailleur peut bénéficier jusqu'à 27 semaines de congé de compassion dans une période de 52 semaines pour s'occuper d'un proche atteint d'une maladie en phase terminale. Le travailleur ne doit pas nécessairement être officiellement apparenté au malade, donc ce n'est pas nécessaire que vous soyez la maman, etc. Ce n'est pas nécessaire de vivre sous le même toit de la personne malade, mais le travailleur et la personne malade doivent être considérés comme proches. J'ai mis le site web du gouvernement de Colombie-Britannique, donc je peux aussi vous envoyer le PowerPoint en cas de besoin. Les autres ressources, comme l'a mentionné Mélanie, du nouveau au point de vue fédéral, on a aussi au point de vue provincial le crédit d'impôt pour aidants naturels, le crédit d'impôt pour frais médicaux, l'assistance aux revenus. Et dans ma dernière diapo, je vous mets donc les sites web pour Family Caregivers of BC, la province de Colombie-Britannique, et une autre source de cette présentation, c'est le Canadian Standards Association, l'association des standards canadiens. Et ben voilà. Je vais remercier Mélanie et Rachel de vos présentations.